Derrière le marbre vous est présenté par Baseball Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette sixième capsule, sixième podcast de Derrière le marbre. Mon nom est François Paquette. Notre invité pour cette semaine, je pense que les gens qui suivent les Capitals depuis quelques années et qui suivent les Blue Jays aussi depuis quelques années vont le reconnaître assez aisément. C'est Josué Pelé, ancien Capital, ancien receveur des Capitals et maintenant interprète pour les Blue Jays de Toronto. Salut Josué. Bonjour. Ça va bien? Toujours. Ouais, ça va bien. Il fait un petit peu froid, mais ça va bien. Oui, c'est un petit peu plus cru, disons, de ces journées-ci. Josué, on va parler de ta passion pour le baseball, on va parler de ton emploi avec les Blue Jays, mais comme on le fait depuis le début de nos capsules, j'aime souvent demander aux gens, la passion du baseball, ça vient de où pour Josué Pelé? Ça part de loin, ça part d'Omar Vizquel. OK. Omar Vizquel, c'est mon idole. C'est sa première année là, dans le Hall of Fame ballot. Là. Je sais pas Un en des français, meilleurs là. gants de l'histoire du baseball. Pour moi, c'est le meilleur. un des meilleurs gants. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer beaucoup plus souvent ces 2 dernières années, puis qu'il était entraîneur avec les Tigers de Détroit. Quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à jouer au baseball. Lui, il venait de se rendre des majeurs, puis au Venezuela. Omar Vizquel, écoute, c'est plus qu'une vedette. Là. C'est un idole, c'est un icône là-bas. Et j'ai toujours voulu être comme lui. J'ai toujours voulu tout faire comme lui. Je sais qu'avec les Capitals, j'étais receveur, mais toute ma carrière, j'ai été à Récourt, même avec l'équipe nationale. Même j'ai joué quelques games à la Récourt aussi avec les Capitals. Donc, pour moi, la passion du baseball, c'est grâce à quelqu'un qui a tout fait dans les majeurs, je pense, puis a tout bien fait. Alors, j'ai toujours voulu être comme lui et regardons ce qu'on est en ce moment. Mais c'est intéressant, puis je fais juste une petite parenthèse parce que tu as parlé du temple de la renommée. Dans le cas de Vizquel, n'a pas passé pour être admis. Il est toujours éligible pour encore un bon petit bout de temps. Mais au niveau offensif, c'était un bon frappeur sans être un grand frappeur. Mais des fois, au niveau défensif, c'est un peu plus difficile de se faire reconnaître, surtout par ceux qui t'ont pas vu jouer. Parce que pour moi, puis on est presque dans les mêmes genres, juste un petit peu plus vieux que toi. Mais Omar Vizquel, pour moi, c'est un membre du temple de la renommée, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour moi, c'est un no doubt aussi. C'est tellement une position qui est tellement importante au baseball. Je pense que receveur puis arrêt-court, c'est tellement des positions que l'offensive, oui, tu veux que tout le monde frappe dans ton équipe, mais c'est tellement une position qu'il faut que tu sois alerte, il faut que tu sois bon. Écoute, il y a des records dans les majeurs pour le moins d'erreurs dans une saison. Il y a des records pour sa moyenne en défensive. Puis je crois que c'était pas une dynastie parce qu'ils n'ont jamais gagné les séries mondiales, mais Cleveland avec Fryman, Lofton, les deux Alomar qui ont gagné des gants d'or pour plusieurs années. Il en a gagné 8 de suite aussi. Donc, pour moi, je crois que quand il va peut-être avoir, je dirais pas des moins bons joueurs, là, parce que tous les joueurs qui sont nommés dans ces bulletins-là sont incroyables, mais je crois que quand peut-être ça va être un petit peu plus facile pour lui, un petit peu plus loin là, dans le temps, je pense que Omar mérite sa place. Je veux qu'on parle, on va parler un petit peu plus tard peut-être de ta carrière de joueur, ton passage chez les Capitals, mais je veux qu'on parle d'abord de ton emploi. Tu es maintenant interprète chez les Blue Jays de Toronto, puis je veux que tu me parles du processus d'embauche, parce que quand tu es allé passer ton entrevue, à la base, c'est comme interprète, sauf qu'ils se sont rendus compte que Josué Pelé pouvait lancer des pratiques au bâton, faire ci, faire ça, puis tout ce qui touche au baseball, tu le fais dans ta carrière. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est développé pour que Josué Pelé se retrouve en entrevue chez les Blue Jays de Toronto? Donc, première des choses, c'est un dimanche, je suis à Montréal de chez mes parents et je suis chez mes parents et Michel m'appelle puis me dit hey, Michel Laplante, tu vas recevoir un appel bientôt d'un de mes amis. Il m'en dit pas plus. 2-3 minutes plus tard, je reçois un appel, je regarde mon téléphone, c'est écrit Toronto Blue Jays. Parfait, je vais re-signer encore, quelqu'un m'appelle. Toi, tu te voyais signer comme joueur. Exactement, là. Je me dis bon, je retourne dans l'affilié, ça va bien. Andrew Tenish m'appelle. Andrew Tenish, fait une petite parenthèse, c'est un ancien joueur ici au Capital, ancien lanceur ici, la première année avec les Capitals. En tout cas, Michel a joué avec, etc. Et il me parle, il me dit écoute, salut, je suis un ami à Michel et tout. Et les majeurs, la MLB a décidé que c'est obligatoire pour la prochaine année d'avoir un interprète pour les joueurs hispanophones. Donc, on est dans le processus d'embauche et tout. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Oui, c'est sûr. Il dit, regarde, je m'en vais au Venezuela pour une semaine pour scouter et tout. Rappelle-moi dans une semaine, puis dis-moi si t'es intéressé. Okay. Je raccroche, j'étais avec mes parents, ma blonde est en bas et tout, on en parle. Écoute,
peut-être que mon rêve de me rendre des majeurs comme joueur est terminé. Donc, voici une autre porte d'entrée. Ouais. Alors, quand il revient, je l'appelle, écoute, ça m'intéresse beaucoup, ça me tente de le faire et tout. Ce qui est le fun, c'est qu'une semaine après, on partait avec le sport-études en Floride, comme on fait à chaque année. Donc, j'allais déjà en Floride, je lui ai dit que j'allais être là. Et donc, il dit, regarde, passe, on va passer une entrevue, on va tout faire, puis on verra. Moi, je me dis, bon, parfait, ça va être une entrevue avec quelques personnes, on va parler en espagnol, en anglais, puis ça va être fait. Vraiment pas ça à quoi je m'attendais. J'arrive, bon, j'y parle, puis j'ai passé environ un bon 2-3 heures dans les bureaux des Blue Jays à Dunedin à parler à tout le monde. OK. J'ai fait des entrevues avec tout le monde en haut. Ceux qui ne savent pas, là, dans les mineurs, chaque équipe a leur base, là, leur headquarters. Puis en haut, il y a tout le temps des bureaux. Puis écoutez, là, chez les Blue Jays, là, c'est comme un hall, puis il y a comme 10-15 portes. Là. Je faisais juste m'envoyer à chaque porte. Il m'envoyait, OK, tu peux aller voir lui, tu peux aller voir lui, tu peux aller voir lui. Puis il me posait des questions sur tout. Pas juste le baseball, là. Écoute, sur n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ta famille fait? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux pas le faire? Etc. Écoute, là, c'était du gauche à droite et tout. Donc, quand ça l'a fini, on dit, bon, mais parfait, va en bas, va te changer, on va aller du côté des mineurs, tu vas lancer une pratique au bâton. OK. OK? Oui, écoute, Michel nous a dit là, que tu étais capable de faire plusieurs choses, donc on va faire ça. Je lance ma pratique au bâton. Ensuite, ils font, bon, mais parfait. Change-toi pas, on va aller du côté des majeurs, tu vas les lancer au gars des majeurs, puis je me rappelle, écoute, j'ai lancé à Batista, Tulowitzki, Donaldson, Ross, c'était dans le même groupe. T'es-tu nerveux? Tellement! Pourtant, Écoute, c'est là que t'es à l'aise d'être sur un pourtant, terrain de j'ai balle, lancé des balles toute ma vie. Et je suis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Respire. Écoute, j'avais les mains moites, il faisait chaud, je voulais pas que la main... Fait que je lance mon groupe, tout finit bien et tout. Et donc, il dit, bon, mais écoute, ça a été bon, parfait, blablabla. As-tu une place où rester ce soir? Oui. OK. As-tu besoin d'un hôtel? Non. OK. Tu vas rester où? Chez Russell. Russell, c'est mon ami. Il habite vraiment à 2 minutes là, de voiture du complexe. Ah, parfait, c'est vrai, tu le connais et tout. Donc là, tu avais déjà une bonne connexion. Je reste dormir chez Russ. Et le lendemain, il me dit d'être là à 7h30. J'arrive à 7h30. Quelques entrevues encore. Je lance un groupe de OBP. Puis après ça, ils font bon, parfait. On va aller dans la press conference, là, la salle de conférence de presse, puis on va faire une entrevue, comme si c'était une vraie entrevue. Il y avait Jay Stenhouse, qui est le gars qui s'occupe des communications, Players Relationship, puis Rivera, le coach de troisième but des Blue Jays. Lui, il me posait des questions, moi je traduisais, on faisait l'exercice. Puis Rivera, bien sûr, il parle très bien anglais et espagnol, donc ça allait être lui mon évaluateur. Tout va bien. Et là, la dernière question, c'est très drôle. Jay Stenhouse me pose la question en anglais. Il dit, écoutez, demain, on a une fille qui vient t'interviewer, qui va faire une entrevue. Est-ce que tu es correct avec ça? J'ai traduit la question et lui, il me répond, je m'en fous. Ça ne me dérange pas tant qu'elle ne regarde pas mes parties intimes. Il n'a pas dit partie intime, il a dit vraiment... Ouais. Là, c'est un test, là. Exact. Il a dit vraiment des mauvais mots. Il a dit, je veux pas qu'elle regarde mes couilles, puis ci, puis ça. Puis là, mon Dieu. Moi, là, pendant qu'il parle, je suis en train de penser qu'est-ce que je vais dire. Là, il me sort, écoute, là, des affaires, là, que tu peux pas dire à la télé. Mais lui, il le dit en espagnol parce que ça ne le dérange pas. Moi, je viens, puis je traduis, je dis, écoutez, ça me dérange vraiment pas, ça va me faire plaisir tant que la personne reste très professionnelle. Je vais pouvoir répondre à ces questions, puis je veux pas que ce soit trop long. Quand j'ai fini de donner ma réponse, Rivera, il se lève, puis il se dit, c'est notre gars. Parce qu'il avait déjà passé beaucoup. Moi, j'étais le dernier à passer. Parce que, bon, je m'en allais plus tard. Les autres gars, c'était du monde de partout aux États-Unis. Fait qu'il se lève, il dit, c'est notre gars, c'est le seul qui a répondu comme il faut. Les autres, j'ai su par après, qui ont traduit mot par mot. Ouais. Donc, quand que ça l'a fini, tout, ils m'ont expliqué pourquoi tu as répondu ça. Mais j'ai dit, mais parce que je comprends là, qu'on ne peut pas dire ça. Et c'est quelque chose que les autres recherchaient. C'est quelqu'un qui est capable de pas juste traduire et tout, parce que tu ne traduis pas. Tu prends une idée, puis tu la donnes au public. Ouais. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais pour moi, c'est un petit peu plus facile parce que le baseball, je connais ça, puis je connais la culture. C'est du monde. Comme moi, j'ai habité au Venezuela, j'ai passé par les mineurs, je sais qu'est-ce qu'ils vivent. Et quand j'ai fait ça, oublie ça, après ça, ça a été super facile. J'ai fait une entrevue avec la MLB sur Skype, sur Internet, avec des gars à traduire des textes, à parler de ça. Puis, écoute,
2 jours après, il m'a appelé, il m'a dit « Regarde, quand est-ce que tu veux commencer? » Moi, je dis « Écoute, au moins une semaine, que je finisse avec mes jeunes, que je retourne chez nous, que je pack mes valises. » Puis ensuite de ça, écoute, j'ai commencé comme traducteur. Puis écoute, ça va faire 3 ans maintenant, là. C'est ce que je fais le moins, c'est traduire. Ouais. Puis je vais revenir justement à ce que tu fais. Je veux juste te reparler, tu as dit tantôt, quand tu reçois le téléphone, tu es avec ta famille puis tout ça. C'est quoi ta plus grande réflexion? C'était-tu comme pour ta carrière de joueur de baseball qui était le plus dur de dire il faut absolument que j'arrête ma carrière si je prends cet emploi-là? C'était plutôt de, bon, je vais partir longtemps. Est-ce que, pas ma blonde va accepter ça, est-ce qu'elle va comprendre que c'est quand même quelque chose de gros parce que je pars tout l'été. Oui, j'ai un enfant. En bas âge, je venais d'avoir un enfant. Naila, elle avait dans le temps 7 mois, 8 mois quand j'ai eu cet appel-là. Donc, pour moi, c'était comme, OK, il y a beaucoup de choses alentour, mais en même temps, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je vais être dans les majeurs. Pour qu'est-ce qui est de la carrière du joueur, j'étais... c'est sûr, je suis triste. Ça me manque encore de jouer. Mais je me suis dit, regarde, je commence à bâtir une famille, puis c'est quelque chose qui peut m'amener encore plus loin que juste joueur. Et maintenant, écoute, là, c'est sûr que ça me manque, mais vraiment moins de ce que ça me manquait la première année. Puis je suis chanceux, là, j'ai la chance d'être sur un terrain de baseball. Là, tous les jours, je lance encore des balles, je frappe des balles. Je suis là, je veux dire, je fais tout ce qu'un joueur fait à part jouer puis faire des millions. Puis avoir moins de pression. Ouais, l'important, c'est que le plaisir est là. Puis incroyable. Là-dessus. Oui. Quand tu parles justement de ton emploi d'interprète, je veux commencer par comment ça fonctionne pour toi? Disons, tu arrives, je sais pas, 8e, 9e manche. Est-ce que déjà on a ciblé des joueurs qui pourraient être en entrevue? Est-ce qu'on va communiquer avec toi en disant, je sais pas, aujourd'hui, Ezequiel Carrera, par exemple, va frapper 3 doubles, il va probablement être demandé en entrevue, on va avoir besoin de toi. Comment ça fonctionne? Normalement, encore une fois, comme tu parles, la 8e, 9e manche, moi, je suis souvent dans la cage des frappeurs. Okay. Parce qu'il y a des gars qui veulent courir, qui veulent se lancer, qui veulent frapper. C'est moi qui s'occupe de ce département-là à la maison comme à l'extérieur. Okay. S'il y en a plus, ou les joueurs ont déjà embarqué et tout, je retourne dans le dugout. Puis, pour qu'est-ce qui est des entrevues tout de suite après le match, donc sur le terrain, encore une fois, comme tu viens de dire, s'il y a quelqu'un qui a un gros match, là, Carrera, là, il est 3-4, 3-2, puis c'est le joueur du match. En 9e manche, je vais avoir quelqu'un qui va venir du locker room. Elle va me dire, hey, Josué, après la game, reste. Carrera va être là, on va l'interviewer. Sinon, quand c'est après la game, c'est facile parce que, bon, tu retournes dans le locker room, tu te changes, tu prends ta douche. Puis le Jay Stenhouse, le monsieur que je te parlais tantôt, il vient me voir, il me dit, hey, aujourd'hui, ils veulent parler à Carrera puis à Morales, sois prêt. Puis normalement, c'est moi qui vais les voir. OK. Puis je leur dis, hey, les boys, aujourd'hui, après ta douche, là, on a une entrevue. Des fois, il y a des joueurs qui aiment ça faire avant pour justement clairer ça, s'en aller manger puis finir. Il y en a d'autres qu'il faut qu'ils se fassent des traitements et tout, fait que c'est un petit peu plus long. Tu as dit Morales, Carrera, est-ce que c'était les deux principaux candidats dans la dernière année? Écoute, ça a été très souvent eux autres, mais ça a surtout été aussi Osuna, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes Osuna, d'anxiété l'année passée. Puis Osuna est très bon en anglais, mais justement à cause de ses problèmes, pour les mondes qui ne le savent pas, là, devant les caméras, là, c'est pas facile. Beaucoup de ces joueurs-là sont capables de comprendre l'anglais, puis sont capables de le parler un petit peu, mais devant des caméras, tu peux pas te tromper. Donc pour eux autres, c'est très difficile d'être là, puis essayer de donner des bonnes réponses, puis utiliser la bonne grammaire quand que tu le sais très bien, là, que tu peux dire une petite affaire croche, puis ils vont sortir ça complètement à l'envers. Donc Osuna, ça a été quand même beaucoup. Puis au mois de septembre, c'est là que ça devient plus... pas difficile, mais tu as un peu plus de travail de ce côté-là parce que tu as beaucoup de joueurs latins qui montent. Là, quand les rosters deviennent plus gros, les 40 joueurs, ben, il y en a eu 2-3 autres là, qui ont monté. Fait qu'il fallait que je sois là pour eux autres aussi. Okay. Puis tu as parlé justement tantôt que tu lançais des pratiques au bâton, tu faisais un petit peu tout. Je me rappelle que la première année que tu étais là, tu m'as parlé aussi de reprises vidéo à un certain moment donné. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que tu t'occupes encore de regarder les reprises? Oui, j'en ai fait quand même. J'en ai fait plus l'année passée. Que la première année parce qu'il y a eu quelques problèmes. Notre gars qui faisait ça, maintenant, il est rendu assistant au directeur gérant. Okay. Donc, on avait un nouveau gars qui faisait ça l'année passée. Puis, il y a eu quelques problèmes au début de l'année. Écoute, c'est pas facile, OK? T'as 14 à 17 caméras, t'as 30 secondes. T'as le coach qui te met de la pression. Puis toi, il faut que tu te dépêches pour prendre une décision.
c'est pas comme nous à la maison. Ah, mais là, on le voit, là, qui est safe. Non, 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 non. Nous autres, là, c'est difficile. Il faut qu'on se dépêche, puis il faut que tu donnes, parce qu'il faut pas que tu le perdes non plus. Puis il s'est trompé au début de l'année, donc John Gibbons, il m'a demandé de retourner le faire pendant quelques instants. Pas pour montrer à ce gars-là comment le faire, juste pour que, bon, tout devienne plus tranquille. Puis après ça, je recommence. Fait que je l'ai fait une couple de fois, souvent l'année passée. Puis je sais pas encore si cette année, ils vont me demander de le faire ou non. Là. Mais c'est quelque chose qui est plaisant à faire ou c'est un stress qui est peut-être un c'est petit peu plaisant quand que tu l'as. Quand que tu l'as pas, c'est... Écoute, là, tu te le fais dire, surtout par les joueurs, tu te le fais dire, là, très bien, là. Ouais. Je dis pas qu'ils le savent pas, mais c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est plaisant. Écoute, tu vois tout, là. Et puis même que le contraire arrive aussi, des fois, c'est pas le coach qui appelle, des fois, c'est toi qui appelles. OK. Il y a un jeu ou quelque chose qu'ils n'ont pas vu, mettons, sur un double jeu, là, puis une mauvaise glissade aux deux. Des fois, ils ne voient pas, il n'y a personne qui le sait. Des fois, tu peux aller voir, il n'a pas touché le but. Peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir, puis bon, ça se passe aussi. Là. OK. Il y a, maintenant, c'est rendu l'année. À la fin de l'année, on avait 2 personnes qui le faisaient parce que c'est mieux avoir 2 paires de yeux là-dessus. Là. Ouais, c'est intéressant parce que, écoute, c'est un processus qui, quand même, qui doit se faire assez rapidement. Puis C'est parfois, très rapide. tu peux même, toi, suggérer qu'on aille à la reprise pour tel ou tel jeu, puis eux vont décider de ne pas y aller non plus. Tu sais, Exact, il y a des exact. décisions qui se prennent Gibbons, il est payé, Ouais, il est c'est payé très cher déjà pour prendre des décisions. Donc, des fois, oui, nous autres, on va lui dire, écoute, il y a peut-être quelque chose, puis des fois, c'est juste, regarde, là, mettons, la game est 8-0, en 8e, regarde, on va peut-être le garder. Ou... OK. Donc, c'est toujours une communication. Tu as parlé de John Gibbons. Je sais que Gibbons a été beaucoup critiqué comme gérant, à tort ou à raison, ça dépend ce que les gens voient. Mais comme personne, tout le monde dit que c'est le meilleur gars au monde. C'est un gars pour qui c'est le fun de jouer. Je sais pas si tu as la chance de le côtoyer régulièrement, mais parle-moi un peu de John Gibbons et de son caractère. Avec l'équipe qu'on a, puis quand je parle avec l'équipe qu'on a, on a beaucoup de joueurs vétérans. Puis quand je parle de vétérans, c'est pas des 3-4 ans. Là. Je parle des gars que ça fait 10-12 ans qui sont dans la ligue, des gars qui sont établis. Ces joueurs-là, ils n'ont pas besoin de police. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui va être dans leur dos pour leur dire quoi faire. Ils savent déjà quoi faire. Donc, John Gibbons, c'est quelqu'un, comme tu dis là, incroyable comme personne. Il est drôle, il parle à tout le monde, il communique, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup qui va pas aller aux joueurs et leur dire hey, fais ci, fais ça, parce que tu as des Russell Martin, tu as des Troy Tulowitzki, tu as des Happ, tu as des Estrada, tu as des Donaldson qui, eux autres, s'occupent de faire ça. Quand il y a un jeune là, qui commence à déraper, là, ça se rend pas à Gibbons. Ces joueurs-là, ils sont capables de tout ramener ça à l'ordre. Puis Gibbons, il le sait. Donc, il sait qu'il peut pas trop commencer à coacher puis se mettre par-dessus tout le monde parce qu'il va se mettre son équipe contre lui. Donc, pour le genre d'équipe qu'on a, là, c'est quelqu'un qui est incroyable. Puis, selon moi, il fait très bien ce qu'il fait. Parle-moi donc un peu de la vie dans le baseball majeur. Est-ce que les vols, la bouffe, les hôtels, écoute, puis je pense que, je vais le dire très clairement, que dans la Ligue Can-Am, vous étiez très bien traités, autant avec les capitaines dans la Ligue. Je pense que on s'entend que c'est pas les mêmes buffets, c'est pas les mêmes hôtels, mais les joueurs étaient très bien traités. Mais là, tu arrives au summum, tu arrives au top de la pyramide. Là. Comment ça se passe? C'est-tu aussi beau que les gens peuvent rêver, le monde dans le baseball majeur? Je pense que même si je l'explique, le monde ne va pas comprendre jusqu'à temps que tu le vives. C'est incroyable. C'est démesuré. C'est fou comment que tout est planifié. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Rien. Tout est préparé. Je vais te donner un exemple. Mettons que dans 3 jours, on a un voyage à Boston et à New York. À ton email, 3 jours en avance, 4 jours en avance, tu reçois tout ton itinéraire. À quelle heure les autobus partent, quand est-ce qu'ils reviennent, le premier, le deuxième, à quelle heure la game, à quelle heure s'il y a un autobus de famille, s'il n'y a pas d'autobus de famille, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'il n'y aura pas, avez-vous des suggestions? Écoute, rien n'est laissé au hasard. Comme tu parles, les hôtels, écoute, encore une fois, incroyable. Nous autres, les Blue Jays, parce qu'on est une équipe, une seule équipe au Canada, donc tous les terrains qu'on va, là, il y a tout le temps des fans des Blue Jays. C'est fou. Dans les hôtels, il y a de la sécurité en avant, là, tout le temps. Quand on arrive, il y a de la sécurité. Il y a plein de monde que tu veux que tu signes leurs affaires et tout. C'est incroyable.
incroyable. Les gars, des fois, dans les hôtels, ils ont des sorties spéciales. Mettons, ils veulent aller chercher de quoi manger et tout. Ils sortent pas par la porte d'en avant. C'est fou, l'avion, c'est incroyable. C'est des places VIP pour tout le monde. C'est un avion spécial, là, c'est pas normal. Là. C'est toutes des places first class. La bouffe est super bonne. C'est incroyable. Comme je vous dis, là, je pourrais expliquer puis en mettre jusqu'à temps que tu le vis pas. C'est fou comment que tu peux... comme je dis, il laisse rien à la chance. Tout est planifié, ils savent qu'est-ce que tu manges, ils savent quelles personnes sont allergiques à quelque chose, fait qu'ils mettent pas ça dans l'avion. Tu sais où est-ce que tu es assis, tout le monde a leur place aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment, mais vraiment bien fait. Je me suis même posé la question, est-ce que tu as vu des gens manger des toasts peanut au beurre de peanut et jelly et confiture. Parce que faut juste faire une petite parenthèse, c'est qu'évidemment, dans le monde de la Can-Am, c'est souvent ce qui traîne sur la table, c'est puis je dis la Can-Am, c'est le baseball mineur. Le baseball mineur. Le pain, beurre de peanut, puis la confiture, puis il y a beaucoup de joueurs qui mangent ça. C'est comme une tradition dans le baseball mineur. Écoute, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher, qu'est-ce qui est le plus facile à trouver. On a été beaucoup mieux traités avec les capitales que dans les mineurs. Là. Oui, écoute, là, dans les mineurs, là, c'est ça. Là, on est très bien traités ici avec les capitales. Écoute, non, ça arrive pas souvent. Mon Dieu. Les gars... Parce que même des places que les gars avaient un chef qui dit « Moi, j'ai le goût de manger telle chose, puis il va te le faire. » Il y a des endroits que c'était rendu aussi loin que ça pour le bien des joueurs. Ben, c'est ça. Nous autres, à la maison, on a 2 chefs. Nous autres, à la maison, on a 2 chefs. C'est des choses qui sont calculées, qui savent qu'est-ce qu'ils mangent. On a une nutritionniste. C'est qu'on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Puis même sur la route, là, la nutritionniste va s'assurer que tout ce qui est commandé, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est si. Puis, il y a beaucoup de communication aussi. Là. Il y a beaucoup, c'est pas juste, OK, on décide qu'on mange ça aujourd'hui. Non, non, non. Bon, les boys, qu'est-ce que vous aimez? Elle s'assure de demander à tous les joueurs qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qui est allergique à quoi, qui est intolérant à quelque chose ou pas, qu'est-ce que tu aimes manger quand tu lances. Strowman mange toujours la même chose avant ses départs. Hap fait la même chose. C'est quoi? Je le dirai pas, je vais regarder ça pour Strowman. Mais c'est surtout ses déjeuners. Il est très bon, il adore ses déjeuners. Là. Mais c'est ça, il faut vraiment que... oui, ils vont commander de la nourriture pour la masse, mais quand tu payes quelqu'un des gros montants, des 15, 20, 30 millions, mais tu veux t'assurer là, que qu'est-ce qu'ils mangent puis qu'est-ce qu'ils boivent, là, c'est quelque chose de bon pour leur corps. Fait que tout ça aussi là, est planifié, est fait, tout est là. Parle-moi un peu de ta tournée des stades du baseball majeur. Comme partisan, je suis déjà allé au Fenway Park puis au Yankee Stadium, mais d'être un spectateur puis d'embarquer sur le terrain puis d'être dans les vestiaires, c'est pas la même chose. Vous avez eu la chance de jouer contre la division centrale de la Ligue nationale, d'aller entre autres à Chicago, au Wrigley Field, d'aller à Saint-Louis. Puis écoute, t'as pas fait tous les stades encore, mais t'en as fait une bonne gang. Quel endroit t'a impressionné le plus? Qu'est-ce que t'as apprécié le plus au niveau des stades du baseball? Avant l'année passée, c'était San Francisco. Oui. Mon Dieu, qui est beau. C'est incroyable. Je veux dire, si j'étais joueur, là, je voudrais aller jouer là, juste pour jouer dans ce terrain-là. Mais tu sais qu'il y a un défaut, ce terrain-là, c'est que quand ils l'ont construit, ils avaient oublié de mettre un endroit pour les bullpens. Donc, c'est pour ça que les lanceurs sont sur les lignes de côté, parce qu'ils avaient oublié un endroit important. Mais côté configuration, puis je veux dire, pour l'amateur à la télévision, c'est probablement un des plus beaux. Là. C'est incroyable comment c'est beau, comment la ville, il fait parfait dans la journée, il fait frais le soir. On est super bien placé à l'hôtel. Le monde est proche, la plage est à côté. Écoute, là, c'est incroyable. Mais... j'ai eu la chance d'aller au Busch Stadium à Saint-Louis. Puis écoute, Saint-Louis, c'est rendu mon premier. San Francisco, c'est rendu mon deuxième. C'est incroyable. C'est beau, ça sent le baseball, ça goûte le baseball, ça parle baseball. Les fans connaissent le baseball. On en parlait avant, justement, qu'on soit en onde. Un gars au deuxième but, en troisième manche. 8e frappeur, frappe un roulant au deuxième but, s'en va au 3. Un retrait, il a fait son travail. Tout le monde au stade fait comme s'il venait de frapper un circuit. Mon Dieu, le gars, il est 0-1, il a tout fait, on le sait, là, que comme joueur, c'est ta job, c'est ton travail. Tout le monde comprend ça. Mon Dieu, c'est incroyable, c'est nice, c'est bruyant. J'ai adoré. C'est propre, le locker room est tellement beau. J'ai adoré.
on ne parlera pas du Yankee Stadium parce que c'est une autre histoire, là. C'est le plus beau. Là, C'est la tradition puis tout ce qui vient avec. Là. les autres veulent s'assurer que c'est les meilleurs. Puis je vais te le dire, là, le locker room là, des visiteurs, ça pourrait être un locker room à la maison. Puis serait. Oh. Écoute, c'est incroyable. Les chaises sont toutes en cuir. Tu sais, tout. Juste pour rentrer au stade aussi, la sécurité, là, même si on est les joueurs puis le staff. Écoute, là, je vois pas comment quelqu'un pourrait rentrer dans notre chambre si c'était pas un joueur. Là. Tu passes tellement des checkpoints. Ben, j'adore. J'adore. Là, comme je dis, là, c'est historique. J'ai eu la chance d'aller au Wrigley. Oui. Mon Dieu. Ça aussi, c'est plus le charme et l'historique que le building en tant que tel. Mon Dieu, parce que le building, là, une chance qu'ils sont en train de tout refaire. T'sais, on fait l'enclos de releveur, Ouais. on fait de la chambre des joueurs home. Ils vont refaire. Je pense qu'ils la refaisaient cet hiver. Mais c'est pas une. Les joueurs aiment ça, aller là, parce que Chicago, c'est vraiment cool. Là. C'est le meilleur hôtel de la ligue, là, c'est Chicago. Les joueurs adorent aller. Tout le monde amène leur famille à Chicago. Mais ce qui est de jouer au Wrigley, là, les joueurs n'aiment pas beaucoup. Parce que la chambre est. Écoute, c'est encore là, les années 1960. Oh. Là. Même chose pour Tampa. Tampa aussi, là, les joueurs n'aiment pas beaucoup jouer là. Là. C'est blanc en haut, tu vois pas la balle, t'entends rien. Le turf, il est encore. Ça fait stade olympique un peu, je trouve. Je pense qu'il y a eu plus de monde au stade olympique. Oui, ça, oui, par exemple. Fait que non, c'est ça, mais écoute, là, sont beaux les stades. J'ai hâte, on va aller encore, je vais aller à des nouveaux stades Oui, cette année. c'est ce que j'allais dire, là, parce qu'avec les matchs interligues, là, on fait comme c'est ça. des inversions aussi. Une année que tu vas aller à certaines places, puis ça peut prendre quelques années. Ça peut prendre avec 6 ans ouais, jusqu'à c'est temps que tu retournes, là, parce que 3 ans après, c'est eux autres qui viennent, puis là, 3 ans après, c'est toi. Fait que cette année, je pense que j'ai la chance d'aller à Miami, qu'on n'a pas été, puis au Shea Stadium aussi. Je pense qu'on va au Mets, parce qu'on joue contre l'Est de la Nationale cette année. Je sais pas si... J'ai été au nouveau à Atlanta. Oui. Il est beau. Oui, oui. Wow! J'ai été au nouveau à Minnesota. Très beau aussi. Ils ont bien fait ça dans le champ gauche. Là. Je pense que c'est... tu sais, les équipes ils comprennent maintenant là, que c'est rendu à un autre niveau là, pour les fans, là, pour vivre le baseball. Là, ils aiment ça. Il y a beaucoup de monde qui aime ça dans les estrades, mais aussi beaucoup de monde qui aime ça avoir leur petite loge à l'intérieur. Fait que je pense que les équipes commencent à s'ajuster. Là. Au niveau voyage, kilométrage, j'écoute, c'est long, une saison, 162 matchs avec les vols, l'horaire qui est quand même assez difficile. Est-ce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus demandant pour quelqu'un comme toi? Je pense que tu es quelqu'un qui aime quand même voyager énormément. Je suis capable de faire ma valise en 5 minutes. Je suis capable de la défaire en 2. Non, tu apprends beaucoup de trucs avec le temps. Tu apprends, écoute, il faut que tu repasses tes vêtements. Il faut que tu saches qu'est-ce qu'il faut que tu amènes. Est-ce que tu amènes un complet? Si tu as une bonne, je dirais pas mémoire, mais si tu as une bonne technique, puis tu as quelque chose que tu fais tout le temps, puis une bonne discipline, voilà le mot que je cherchais, c'est facile. C'est pas compliqué. Si tu le sais exactement à quelle ville tu t'en vas, la température qu'il va faire et tout, c'est facile de faire les choses et de t'habituer à ça. Là. Je veux dire, tu fais pas de ligne pour aller à l'avion, tu fais pas de ligne quand tu descends. T'as pas à attendre pour pas arriver 5 heures avant pour être sûr que... Ils vont pas, tu sais, quand tu fais le décollage, là, ils vont pas te dire hey, mets ta ceinture puis éteins ton iPad ou ton ordi. Là. Tu t'assois, tu fais ce que tu veux, tu arrives, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de contraintes dans l'avion, on a Internet, tu peux te promener. Je veux dire, il y a pire que ça dans la vie. Là. Je veux dire, il y a pas, j'ai pas à me plaindre là, de qu'est-ce qui se passe. Puis de toute façon, quand c'est des longs voyages comme ça, la Ligue fait en sorte que tu joues plus tard ou tu joues pas le lendemain. Donc, tu t'habitues. Est-ce que, puis évidemment, on tombera pas dans les noms, mais est-ce que les égos, est-ce que ça, évidemment, quand tu arrives dans les majeurs, c'est pas les mêmes salaires, c'est pas le même monde que le baseball mineur. Est-ce qu'on voit tout de suite que évidemment, dans chaque vestiaire, tu as des gens qu'il faut prendre un peu plus avec des pincettes, puis des joueurs qui ont des égos un petit peu plus gros que la norme? Oui, il y en a, mais c'est moins de ce que le monde pense. OK. Je vais dire un nom parce que ça ne dérange pas. Un gars comme José Batista, qui n'est plus dans l'équipe. Batista, que j'entends beaucoup de monde dans mon entourage, puis j'ai entendu « il est cocky, puis il est ci, puis il est arrogant. » C'est l'impression qu'il donne. Hein? Exactement. C'est qu'est-ce que le monde voit à la télé. Puis c'est correct, parce qu'il donne l'impression, Batista, là, c'est un gentleman.
c'est le gars le plus intelligent sur cette équipe-là. Écoute, ce gars-là, il a 38 ans. Tu vois son corps, on dirait qu'il a 21. Il mange tellement bien. Il connaît ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est un compétiteur. C'est sûr qu'il a l'air fâché puis il a l'air ci et ça, mais il est tellement compétiteur que tout le monde, tu sais, c'est facile de se cacher derrière un clavier ou derrière un micro pour dire des affaires sur quelqu'un. Je le dis là devant tout le monde, Batista, c'est un incroyable. Fait que, oui, il y a des égos que le monde voit et qui y pensent, comme qu'il y en a d'autres qui ont l'air de rien sur le terrain, mais quand tu les vois dans la chambre, t'es comme, mon God, qui est lourd. Mais parce qu'on a des vétérans, parce qu'on a du monde dans l'équipe qui, comme je te dis, qui ont joué longtemps, c'est facile pour eux autres de juste faire, hey, regarde. Moi, ça fait 12-13 ans que je suis dans la ligue, là. Toi, ça fait 2-3, là. Tu peux te calmer. Tu peux. Encore une fois, Gibbons, il n'y a pas. C'est sûr que c'est arrivé quelquefois que Gibbons il a dû intervenir, mais c'est très facile là, à calmer. Et écoute, c'est une longue saison. Là. Faut que tu sois capable de vivre avec tous ces joueurs-là. Et tu as parlé de Bautista. Je fais une petite parenthèse sur les Blue Jays et l'édition qui s'en vient. Évidemment, à moins d'une très grosse surprise, José Bautista va signer ailleurs qu'à Toronto. Josh Donaldson, sa dernière année de contrat. C'est une année qui est quand même très importante pour les Blue Jays au niveau, peut-être pas des résultats, mais disons vers où on veut s'en aller. Tu sais, on a quand même une base, je pense toujours à Stroman, à Sanchez. On a quand même des bons jeunes. Mais c'est une année qui est importante pour l'organisation des Blue Jays. Je crois que c'est une année plus qu'importante pour les Blue Jays. On ne va pas se le cacher. C'est des choses qui sont sur papier. Donaldson, c'est 1 an. Happ, c'est 1 an. Estrada, c'est 1 an. Smoke, c'est 1 an. Pillar, il va. C'est sa 3e année, je pense, pour devenir free agent. Donc, Ross, il en reste 2. Toulouse, il en reste 2. Je pense que c'est pas une cachette pour personne. C'est là, c'est écrit. C'est une année très importante pour les Blue Jays. C'est pour des joueurs comme ça, des joueurs comme Happ, des joueurs comme Estrada, qu'ils veulent aussi se trouver un travail pour les années à venir. Alors, je crois que tout le monde le sait. Je pense qu'on est dans la division la plus difficile du baseball, comme à chaque année. Mais je crois qu'on a des... écoutez, là, un gars comme Stroman, on ne va pas se le cacher, je pense que c'est rendu un lanceur élite dans les majeurs. Sanchez, qui a la meilleure moyenne de points mérités il y a 2 ans, malheureusement, il a été blessé l'année passée. Happ, ça va très bien été. Estrada, c'est quelqu'un qui a démontré qu'il a été bon. Donc, je crois qu'on va compétitionner. Puis aussi, regarde, là, on a été blessé tellement l'année passée, je pense pas que ça peut être pire. Mais ça peut arriver à n'importe qui dans la division aussi. Là, tout le monde parle des Yankees comme en étant la puissance avec l'acquisition de Stanton, mais écoute aussi, les autres aussi ont des points d'interrogation. Puis il faut qu'ils frappent la balle à l'extérieur du terrain aussi. Là, c'est pas facile de frapper. Je vais te parler au niveau personnel. Rosa, tu as parlé tantôt, bon, tu as une jeune fille en bas âge. Toi, ta famille reste quand même ici, à Québec, quand tu es à Toronto. Comment ça fonctionne? Parce que, écoute, quand tu as un enfant bas âge, tu veux quand même le voir grandir, le voir le plus souvent possible, voir ta blonde. Comment ça fonctionne pour rendre tout le monde heureux? Ben, écoute, premièrement, je dois remercier ma blonde pour tous les sacrifices qu'elle fait parce que c'est pas facile. On n'avait pas prévu que j'allais être parti aussi longtemps. Puis on est très chanceux. On a un entourage qui nous aide beaucoup. On a des personnes qui vont chercher ma petite à la garderie. Comme ça, ma blonde n'est pas obligée de partir à 5 heures du matin. On a on a de l'aide un petit peu partout, mais ils viennent quand même souvent à Toronto. On est chanceux. L'aéroport ici sera en Porter, à Billy Bishop, qui est l'aéroport qui est à côté du Rogers Center. Okay. C'est à 5 minutes de marche. On est vraiment à côté. Puis, ils viennent quand même à chaque fin de semaine qu'on est à Toronto. Ils viennent. Ma blonde apprend des vacances aussi pendant l'été pour venir. Puis j'essaie de les amener une fois par année là, à l'extérieur là, okay. Pour qu'ils vivent un petit peu, pour qu'ils voient c'est quoi quand on est à l'extérieur, parce que c'est vraiment pas la même chose quand on est à la maison qu'à l'extérieur. Donc ça va jusqu'à date, là, c'est le fun, parce que de toute façon, même s'ils habitaient à Toronto, je partirais une semaine sur 2. Alors qu'ils viennent quand même souvent, puis ici l'hiver, mais écoute, je suis là tous les jours, alors on s'est des compromis à faire, mais je suis chanceux de ce côté-là. Tu as parlé tantôt de ta carrière de joueur bon, qui est maintenant terminée. Je sais que la première année, on s'était parlé quelques fois, tu suivais beaucoup les Capitals, de voir ce qui se passait sur le terrain. Et puis évidemment, il y avait encore beaucoup de joueurs que tu connaissais, peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Est-ce que tu suis ça autant qu'avant? Est-ce que tu regardes les résultats? Est-ce que tu as encore
les capitales tatouées sur le cœur comme ton équipe avec qui tu as trippé ici? Là? C'est sûr que je capote encore. Je capote un peu moins pas parce que j'aime pas les capitales ou rien, mais tu sais, j'ai créé des liens d'amitié ici que j'ai encore. Des René Leverett, des Rambit, Duda, Malo, Daou. Tu sais, c'est Carl encore, Carl qui est encore là. Tu sais, c'est des gars que c'est pas juste des coéquipiers, c'est des amis aussi à l'extérieur. Donc, c'est sûr que je suivais ça. Je suis moins ça, je dois te l'avouer, mais je suis quand même, écoute, là, pendant les playoffs l'année passée, j'ai regardé pareil. Scal, il le fait encore. Des fois, il m'appelle, hey, tu connais-tu ce joueur-là? J'ai vu que tu as joué avec. Fait que, le fameux bouche à oreille. Exactement. Fait qu'on était encore en communication, mais c'est sûr que j'ai pas oublié. Là, je viens ici tout le temps. Là, je travaille ici au Dôme. Donc, je ne vais jamais perdre l'amour que j'ai eu pour les Capitales. Écoute, ça a été mes meilleures 4 années de baseball de ma carrière. Ah, ben, tu disais tantôt que c'est très différent du baseball mineur. C'est quoi le plus beau souvenir que tu gardes comme joueur de tes 4 saisons ici? Oh mon Dieu, j'en ai tellement. Le premier championnat qu'on a gagné ici, j'arrive quand que ça faisait 3 de suite. Ouais. La pression est là. J'ai la chance de travailler avec Pierre-Luc Laforêt, qui est quand même quelqu'un là, de connu, de jouer avec mes amis, de jouer avec Malo. J'avais jamais joué avec Malo. Puis ma deuxième année, de loin aussi, ça c'est mon meilleur, c'est le comeback Game 7. Quand on perd 5-2, puis Jeff Helps, ça c'est un autre, j'ai oublié, Jeff Helps, il frappe un double en 4e manche avec 2 gars ses buts. Puis écoute, de là, ça a été boule de neige et on a continué à frapper. Écoute, j'en parle, j'ai des frissons. Chris Cox, je le vois à Toronto. Oui. Chris Cox, j'ai oublié, écoute, ça revient. J'ai des frissons à en parler, c'était incroyable. Je me rappelle, j'ai catché les 7 games, on avait des blessés. Écoute, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Est-ce que tes genoux sont en santé pour un receveur à la retraite? Écoute, s'il y a une chose que j'aime de ne plus jouer, c'est de me réveiller le matin et pas avoir mal nulle part. Ça me manque pas. Non, ça va bien. Écoute, j'ai eu la chance de catcher l'année passée. J'ai été dans le bullpen 3 semaines l'année passée parce qu'un des catcheurs de bullpen s'est blessé au bras. Écoute, on lance beaucoup. Je me suis déplacé une côte l'année passée, écoute, la côte gauche en lançant. Puis j'ai fini l'année pareil, mais on lance vraiment beaucoup de balles. Bien, vraiment beaucoup. Là. Donc lui, il était plus capable. Il s'est levé un matin, il était plus capable de lever son bras. Puis encore une fois, ce qui est le plus facile, Josué, tu as déjà catché. Mais ça doit être assez impressionnant de dire, écoute, tu t'accroupis pour prendre les lancers de Osuna qui se prépare à embarquer. Ça doit être assez impressionnant. Là, C'est le fun. C'est le fun. Tu vois des choses que j'avais pas vues avant. Mais écoute, c'est tellement... Je dirais pas facile, parce que c'est pas vrai. Il n'y a rien de facile. Mais j'ai pas à m'en faire pour avoir une balle à terre si le lanceur me le dit pas. il va me le dire, je vais essayer de la lancer à terre puis elle va aller à terre. Non, c'est le fun. Puis, c'est le fun d'avoir des feedbacks. Ils te demandent des feedbacks, là, parce que quand même, tu as un receveur. Hey, a fonctionné-tu? A faisais-tu ci? Qu'est-ce que tu en penses? Fait que de travailler un petit peu avec tout le monde, parce que je suis quand même aussi souvent avec le coach des frappeurs, très souvent dans la cage, entendre parler tout le monde et qu'est-ce qu'ils se disent, à quoi qu'ils pensent. C'est tellement le fun quand j'ai la chance de transmettre ça ici. C'est quelque chose d'incroyable. On a parlé tantôt des Blue Jays et de l'année importante qui s'en vient, mais l'avenir est un petit peu plus prometteur depuis 1 an ou 2 en raison des joueurs qu'on a repêchés, qu'on a signés. Je veux que tu me parles de 3 jeunes. Guerrero, Bichette et Gouriel. Évidemment, ce sont des noms qui ont quand même une consonance assez importante pour les gens qui ont suivi le baseball. Soudainement, on a vu Guerrero et Bichette aboutir dans le top 10 des meilleurs espoirs du baseball majeur pour cette année. Et parle-moi de ces 3 jeunes-là qui semblent avoir du bon potentiel. Je vais commencer par Bichette parce que je le connais moins. J'ai eu la chance de le rencontrer cette fin de semaine au Winterfest des Blue Jays. C'est un gars tranquille, un gars calme. Le fils de Dante Bichette. Le fils de Dante Bichette qui a connu une très bonne carrière au Colorado. Qui a même fait partie d'une tonne de Bob Bissonnette. Ah, bon, tu vois, j'en apprends des nouvelles. Non, c'est une équipe que je suivais beaucoup parce que j'aimais beaucoup Andrés Galarraga dans le temps des Rockies avec Ellis Burke, Walker, etc. Mais écoute, là, il est jeune, il a un swing compact. C'est quelqu'un... Il y a même eu des rumeurs pour l'échanger pour Yelich. Tu t'imagines à quel point que ce gars-là, il va être très bon. Ceux que je connais plus, Guerrero, Vladimir Junior, écoute, c'est un fridge. C'est un fridge, il est grand, il est gros, il est large, il a les bras comme ça. Puis tu vois que c'est un bébé, là. Écoute, on est allé manger. Puis on est allé manger au restaurant, la grosse tour là, à Toronto. Puis une des
Une des filles qui nous servait, elle dit hey, lui, il n'a pas 18 ans, hein, il ne peut pas commander parce qu'on était avec Morales. Morales a commandé une bière, puis il dit hey, lui, il n'a pas le droit, hein, je pense pas qu'il a 18 ans. Écoute, là, il y a une face de bébé. Je l'ai vu jouer, là, puis comme je te disais tantôt, là, avant qu'on parle, il frappe des balles comme un monsieur. Là. Il frappe fort, mais fort, loin, avec puissance. Ça paraît là, que c'est le fils de Vladimir. Puis ce qui est de Gurriel, mais écoute, là, avec les flashs qu'il y a eu, parce qu'il a été blessé, tout le monde le voyait. Là, il a frappé 2 circuits au spring training en 5 at-bats. C'est un gars qui frappe la balle fort, qui est puissant. Mais je pense que le plus gros challenge pour lui et pour les Blue Jays va être de le faire jouer à tous les jours. C'est quelqu'un qui n'a jamais joué 142 matchs là, en 6 mois dans sa carrière. Donc, c'est quelque chose pour lui de nouveau. C'est là qu'il y a un petit peu de blessure, il y a un petit peu de bobo partout, mais écoute, il se prépare super bien, il s'entraîne avec Morales là, pendant la saison morte, puis je pense que ça va être 3 joueurs qu'on va voir bientôt avec les Blue Jays. Avant de te laisser aller, au Swiss, si tu regardes l'avenir, si je te disais dans 10 ans que tu vas être encore à l'emploi des Blue Jays à faire le même travail, je pense pas que tu serais malheureux de ça. Tu as l'air d'un gars qui est épanoui dans ce qu'il fait présentement. Tu peux pas demander mieux pour un gars qui veut faire une carrière dans le monde du baseball. Ben, surtout à l'âge que j'ai embarqué là à 28 ans. Tu vois pas beaucoup de monde avec un uniforme de baseball, des majeurs, comme staff à 28 ans. Tu vois des messieurs de 40, 50, 60, etc. Et c'est sûr que je peux pas demander un début mieux que ça. J'apprends. Je vais à l'école du baseball à tous les jours. Je vais à l'université du baseball. Comme je t'ai parlé tantôt, j'apprends de tout. Hein. J'apprends de la nutrition, j'apprends des coachs en musculation, coach des frappeurs, coach des lanceurs. J'ai pas le choix d'être partout. Pas juste pour traduire pour les joueurs, mais aussi pour moi-même. Écoute, j'ai un cahier, là. J'ai écrit toutes des nouvelles choses que j'apprends, que je peux utiliser, puis que je peux amener à apprendre à d'autres jeunes joueurs. Et pour répondre à ta question, là, si dans 10 ans, je suis encore là, puis je fais ce que je fais, je vais être plus que content. Là, je vois pas comment que je pourrais faire quelque chose puis être aussi content de ce que je fais là. Bonsoir. Merci beaucoup. Ça me Toujours fait plaisir. un plaisir. Ça me fait plaisir. Bonsoir Pelé, ancien joueur des Capitals de Québec et maintenant interprète avec les Blue Jays de Toronto. Alors merci à tout le monde d'avoir été là pour cet épisode, ce podcast Derrière le marbre et on se retrouve très bientôt. Merci.